Yo yo yo, c'est Ibellion, vous êtes dans le 23e épisode de Chemin d'artiste et d'auteur, aussi connu sous le nom de Ose écrire, et aujourd'hui on va parler d'une citation de David Eddings dans le Codex de Riva qui dit « J'admets volontiers que la moitié de mes traits de génie ont trouvé une utilité par la suite ». Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à bientôt. Ciao ciao. Coucou les amis, bienvenue dans cet épisode numéro 23, tourné à la suite de l'épisode 22. Et oui, on est optimisé et efficace ici. Donc, j'ai toujours le genou en vrac, avec un peu de glace dessus. Voltaire ne bouge plus actuellement, il est en train de ronfler, mais vous ne l'entendrez pas. Je suis désolé, cette mignonnerie restera pour moi. Toujours le même décor, j'ai quand même changé un peu l'ambiance colorimétrique. Voilà, là on est parti plutôt sur du jaune. L'épisode d'avant, on était sur du vert. Parce que, pourquoi pas ? Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'a énormément marqué, qui est un peu un point d'inflexion dans ma vie. J'ai eu envie de parler de ce livre parce que j'ai fait l'épisode sur le guide de Tolkien. Ce livre, c'est le Codex de Riva. C'est un livre écrit par David Eddings qui est finalement ses conseils à de jeunes auteurs de fantasy, ainsi que l'entièreté, ou une bonne partie du moins, de ses notes et de ses travaux autour de ces univers de la Belgariad et de la Malorée. Si je dis que ce livre a une place toute particulière dans mon cœur, c'est parce que Eddings est l'auteur avec lequel j'ai réellement découvert la fantasy. Peut-être pas découvert, j'exagère, mais il m'a extrêmement marqué. J'ai adoré la Belgariad, j'ai adoré Garion, j'ai adoré Polgara, Belgarath, Sénédra, je les ai tous aimés. Tous. C'était un bouquin que j'ai lu, que j'ai relu, relu. Dès qu'il y avait des périodes difficiles dans ma vie, je me suis replongé dans cette histoire. C'était vraiment mon monde de Narnia, finalement. Vraiment quelque chose, j'ouvrais la porte, je plongeais dedans et il n'y avait plus tout le reste. Il n'existait plus. Je repense à des passages de ce livre, c'est vraiment un super livre. Et, du coup, je me refocus sur le Codex de Riva, qui est ce livre justement un peu avec toutes ses notes et ses conseils. Ce livre a été réédité récemment, mais à un moment, en 2020, quand je me remets à écrire, ce livre, il n'existe qu'en quelques éditions, françaises j'entends, mais quasiment introuvable. C'est-à-dire que c'est que de l'achat de particulier à particulier. C'est un livre qui à l'époque, tu devais l'acheter, ça coûtait peut-être, en bon état, qu'allait entre 50 et 80 balles, quoi. Je le connaissais pas, ce livre. Putain, en vrai, l'histoire est folle et je suis en train de tout me rappeler. Donc, je reconnecte avec l'écriture. Donc, vous voyez, je commence à bâtir un petit peu mon univers, je commence à noter mes premières idées, et là je pars en vacances. Pendant ces vacances, il y a mon oncle. Mon oncle qui est lui aussi un très grand fan de la Belgariad. C'est lui qui m'avait appris, notamment que la femme de David Eddings, qui s'appelle Leith, je crois qu'on prononce comme ça, Leith Eddings, l'avait énormément aidé pour notamment écrire les personnages féminins. D'ailleurs, dans les livres pas la Belgariad, ou peut-être maintenant que si, mais il me semble que c'est sur les derniers livres, notamment les Belgarath le sorcier, Polgara la sorcière, tout ça là, il me semble que c'est plus David Eddings, mais c'est David et Leith Eddings. Elle l'a énormément aidé pour écrire les personnages féminins, et ça se ressent fortement. Les personnages féminins dégagent réellement quelque chose. On sent qu'ils sont pas là parce qu'il fallait un personnage féminin, et parce qu'il fallait que Garion soit amoureux, ou ait une figure maternelle. Non, ils sont là parce que ils sont là, et voilà. J'ai adoré le personnage de Polgara par exemple. Sénédra aussi, mais en fait je les ai tous aimés. Et donc, je suis en vacances avec mon oncle. On parle de la Belgariad. À l'époque, je lisais La Horde du Contrevent. Je pense que c'est comme ça qu'on en arrive à parler de fantasy. Et donc, mais tu te rappelles la Belgariad, tu te rappelles Garion. Belgarion après. Putain, incroyable.
Et il me dit, tu sais, il y a un livre que j'aimerais trop avoir, mais qui est quasiment introuvable, c'est le Codex de Riva. Je fais, ah, c'est quoi le Codex de Riva? Je connais pas du tout. Et il me dit, ce que je vous ai dit au début, c'est un livre avec ses conseils, ses notes, etc., etc. Bon, là, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je le mets dans un coin de ma tête. Et je me dis, ok, faut que je le trouve. Ça sera le prochain cadeau que je ferai à mon oncle. C'est le cadeau que je lui ai fait à Noël 2020. Sauf que je commande ce livre pour mon oncle. Je le reçois, je commence à le feuilleter. C'est exceptionnel. Sincèrement, je commence à le lire à une époque de ma vie où je reconnecte avec mes rêves d'écriture. J'ai encore énormément de problèmes de légitimité. Je sais pas par où commencer. Enfin bref, je suis complètement paumé. Et je lis toute cette partie introductive là où il donne tous ses conseils. Ça, je pense que ça a changé ma vie, quoi. C'est un premier vrai point d'inflexion à partir duquel je décide vraiment de me mettre en mouvement. Alors, si vous m'avez déjà écouté, vous savez que c'est pas à ce moment-là que vraiment je commence à professionnaliser mon approche de l'écriture. C'est après, c'est quand je commence à écrire les trains tétérés, etc. Mais fin 2020, début 2021, j'ai cette petite impulsion quand même, grâce à Eddings, grâce aux conseils qu'on peut lire dans son livre. Et ça me permet de réellement commencer à écrire mes premières histoires, mes premiers paragraphes. C'est très décousu. Mais je me mets beaucoup moins la pression grâce à ce qu'il peut donner comme conseil. Voilà pourquoi ce livre a une place extrêmement particulière dans mon cœur. Voilà pourquoi j'en ferai un épisode particulier où j'en parlerai en long, en large, en travers. Je pense que je relirai aussi Belgariad Maloré et j'en tirerai certaines conclusions. J'arriverai à en faire des apprentissages pour les écrivains. Mais aujourd'hui, nous allons parler que d'une seule citation. Aujourd'hui, nous allons parler que d'une seule citation du Codex de Riva, qui est la suivante. J'admets volontiers que la moitié de mes traits de génie ont trouvé une utilité par la suite. J'adore cette citation. Parce que... Attendez, j'ai pensé à un autre truc, je sais pas si je l'ai écrit dans mon plan. Ah si, je l'ai écrit, pardon. J'ai eu un doute, je m'étais dit, putain, attends, j'ai pensé à un truc exceptionnel, faut surtout pas que j'oublie de leur en parler. Putain, mon genou me fait tellement mal. Excusez-moi, je me suis remis un peu droit. Hop, le genou, on brasse un peu le froid. Tac, tac, tac. Dans cet épisode, j'aimerais, au travers de cette citation, vous montrer qu'être un génie, c'est pas une condition nécessaire pour écrire un livre. Sincèrement, je suis même pas sûr que ça soit une condition suffisante. Nécessaire, c'est sûr que non. Suffisante, bah si, peut-être quand même. En vrai, je peux pas dire non. Non. Ah, c'est peut-être une condition suffisante. J'ai pas suffisamment réfléchi. Vous me direz, vous trancherez dans les commentaires. Voilà l'intention principale de l'épisode. En plus du fait de vous inspirer et de vous dire, regardez, vous avez la légitimité pour écrire un livre. Pour nos amis qui aiment la structure. Petit 1. On pourrait croire que cette citation... Pourquoi je dis petit 1, je passe au 2 au moment de parler. N'importe quoi. On recommence. Petit 1. On pourrait penser que cette citation est catastrophique. Dans le sens où, putain, mais ça veut dire que la moitié de ce que j'ai écrit, de ce que je vais écrire, je l'utiliserai même pas. On va voir qu'en fait, c'est extrêmement positif comme message. Petit 2. Hop. Non, j'ai même pas besoin de regarder. Le petit 2, ça va adresser le fait que chaque petit pas qu'on fait sera une petite brique pour construire le château maxi génial de notre vie. Et petit 3, on va voir que elle est peut-être un peu fausse, cette citation, et que le temps, l'expérience peuvent faire leur effet. Voilà. Maintenant, on peut commencer à parler de cette citation. J'admets volontiers que la moitié de mes traits de génie ont trouvé une utilité par la suite. Donc, comme je vous le disais, on pourrait penser que c'est catastrophique de se dire « Putain, mais attends, je vais écrire plein de trucs et je vais devoir tout jeter. » En fait, je pense que le message est profondément positif. Même si la première intention pourrait être de dire « Oui, tu vas essayer, réessayer. » Mais ça, finalement, vous le saviez déjà,
vous l'avez déjà très vite expérimenté, vous avez écrit un truc, vous l'avez relu, vous l'avez corrigé. Voilà, période, c'est bon. En fait, ce qu'elle veut dire, selon moi, cette citation, enfin un de ses sens, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être un génie pour écrire un livre. Et ça, c'est finalement plutôt positif. Ça veut dire que c'est pas un déterminisme absolu et qu'à la naissance, on est avec un score de « Ok, ce mec va être capable d'écrire un livre et si on a un score trop bas, bah on n'écrira jamais de livre de notre vie. » Non, ça marche pas comme ça. Et ça, c'est tant mieux, c'est très cool. Et finalement, c'est ça, le premier message important de cette citation. Ça veut dire que le travail paye. Et si je devais rappeler mon âme d'ingénieur, je ferais un parallèle mathématique. Si écrire un livre était une équation, le génie n'en serait qu'un paramètre, mais ça ne serait pas un paramètre qui multiplie l'ensemble. C'est-à-dire que si le génie est à 0, on peut quand même écrire un livre. C'est ce que je disais tout à l'heure quand je disais que c'était pas une condition nécessaire. Dans cette équation, il y a un peu de tout. Tu vois, il y a le génie, le travail, la chance, et après on pourrait peut-être même les séparer, tu vois. Dans le travail, t'aurais la discipline, t'aurais l'apprentissage, t'aurais le fait de se faire accompagner, etc., etc. Dans la chance, t'aurais publier un truc le bon jour au bon moment. Ça, c'est un truc que vous contrôlerez jamais. Donc, typiquement, bon, ça sert à rien d'y penser. Ça serait, j'en sais rien, penser à une idée au moment où cette idée est à la mode. C'est comme écrire de la romantésie en ce moment. Je rigole. Tous mes respects à ceux qui écrivent de la romantésie. J'aimerais bien en écrire une aussi un jour. Qui sait? Je vais d'abord me pencher sur la romance. Bref. Voilà. Dans cette équation d'écriture, il y a plein de choses. Le génie n'est pas quelque chose de nécessaire. Au-delà de ça, ma conviction personnelle, c'est que quelque part, chacun est absolument un génie, sans qu'il ne le sache. Parce que, et je le répète à chaque fois, mais unicité de la vie, des expériences, fait que histoire unique, fait que finalement, génial. Voilà pour ce premier point. Si je devais conclure ce petit 1 pour véritablement ancrer le message que je veux faire passer, je dirais que cette citation, j'admets volontiers que la moitié de mes traits de génie ont trouvé une utilité par la suite, elle nous dit une chose, elle nous dit que le génie n'est pas une condition nécessaire à l'écriture d'un livre. Et ouais, parce que si j'ai besoin de jeter la moitié des trucs que je fais, ça veut dire que je peux pas me contenter de me dire ok, j'ai un coup de génie là et hop c'est bon. Non, c'est pas ça. L'écriture d'un livre est une équation multifactorielle où il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte, par exemple la chance, le travail et le génie, mais c'est une addition. Le génie peut être à 0 et, croyez-moi sur parole, il ne l'est pas chez vous. Le génie peut être à 0 et pourtant, on peut quand même écrire un livre. Voilà pour ce point numéro 1. Le deuxième point, c'est que l'inutile est les fondations solides du château maxi génial gros kiff de nos plus belles histoires d'écrivains et d'écrivaines. Vous aurez reconnu la petite référence à une boisson Fanta que j'adorais étant enfant qui s'appelait le Fanta Château Gros Kiff, qui était une boisson à la fleur de sureau. C'était excellent, excellent. Voilà, ça parlera peut-être à certains. C'était assez rare et ils ont arrêté d'en faire. Et heureusement, parce que sinon je boirais du sucre en intraveineuse, mon pote. C'était exceptionnel. Bref, si la moitié des choses qu'on écrit ne servent à rien, c'est ok en fait. Parce que moi je vais vous dire, ça sert quand même à quelque chose. Ça sert à installer une routine d'écriture. Ça sert à développer une légitimité. Quand on écrit tous les jours, on peut se sentir écrivain. Et je vois venir, parce que j'en ai vu quelques-uns, chacun son avis. Mais moi, j'ai un peu de mal avec les dictateurs de la sémantique. Effectivement, si on ouvre un dictionnaire et qu'on regarde la définition d'écrivain, on va peut-être trouver un truc sur le fait d'avoir publié je sais pas quoi mes couilles. Pardonnez-moi la vulgarité. Selon moi, libre à chacun d'utiliser la sémantique qu'il veut. Pour moi, vous êtes écrivain à partir du moment où vous décidez que vous avez la légitimité de vous appeler comme ça. Et cette légitimité, ça peut être tout, ça peut être n'importe quoi, chacun son truc. Si vous avez besoin de vous le dire avant même d'avoir écrit un livre, c'est très bien.
Si vous avez besoin d'avoir écrit un livre ou 10 pour vous le dire, bah c'est très bien aussi. Pour moi, ça a été juste un moment, un sentiment, de me dire ok là je me sens écrivain. Un sentiment à la fois, bah en fait non, tout simplement au moment où j'écrivais tous les jours, bah, je me suis considéré comme un écrivain. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, je me considérais déjà comme un écrivain. Et quand il a été écrit, encore plus. Ça l'a fait que renforcer. Bref, sentez-vous libre d'utiliser la sémantique que vous voulez. Et ceux qui râleront, bah grand bien leur face finalement. Voilà. Tout le monde est heureux avec ça. Pourquoi je disais ça moi déjà ? Oui, pardon. Putain, c'est terrible. Je disais ça parce que si la moitié des choses qu'on écrit, si la moitié des choses qu'on écrit est effectivement inutile, ça sert quand même à quelque chose. À s'entraîner, à installer une routine, à développer notre légitimité, à affiner notre plume, etc., etc. Ça nous rend professionnels. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'en fait, l'histoire exceptionnelle que vous allez écrire, le livre exceptionnel que vous allez écrire, bah m'est avis que ça sera pas les toutes premières lignes que vous écrirez. Ou alors peut-être que si, et dans ce cas-là, tant mieux. Ne faisons jamais de généralité. Moi, le parallèle que je peux faire avec mon histoire, parce que finalement, c'est ça que je connais pas votre histoire à vous. Vous êtes le maître et le plus fin connaisseur de votre réalité. Donc, je vous partage la mienne plutôt. Moi, je sais que l'exercice du Writing Year, puisque c'était un livre anglais à la base qu'on m'avait offert, enfin que j'avais acheté plutôt, qu'on m'avait offert, que j'avais acheté. Attends, on me l'avait acheté ou on me l'a offert ? Ah, j'ai un trou. Bref, Writing Year, que je commence le 1er janvier 2023, et à partir de cette date, j'écris une petite histoire tous les jours. Je sais que sans ça, jamais j'aurais écrit Des Trains Éthérés, jamais j'aurais écrit la suite, etc., etc. En tout cas, je les aurais pas écrites dans leur forme actuelle. Toutes ces petites histoires sur lesquelles je me mettais aucune pression, sur lesquelles je me disais, écoute, même si c'est éclaté, Sam, c'est pas grave. Et bah, ça m'a permis d'asseoir ma légitimité, de me sentir avancé, d'affiner ma plume, de trouver mon style, de savoir ce que j'aimais pas, etc., etc. Donc je remercierai jamais assez la personne que j'ai eue au téléphone le 1er janvier 2023 et qui m'a dit « Mais pourquoi tu commences pas aujourd'hui ces petites histoires-là ?» Voilà, merci. Voilà pour la conclusion de ce point numéro 2. Autour de cette citation, j'admets volontiers que la moitié de mes traits de génie ont trouvé une utilité par la suite. Ben en fait, l'autre moitié, c'est ce qui a rendu la première absolument géniale. Voilà, c'est ce qui nous a permis de nous entraîner, d'affiner notre plume, d'asseoir notre légitimité d'écrivain. Et le point numéro 3, le plus important, parce que le plus aléatoire, le plus chaotique, le moins contrôlable, mais qui existe quand même, c'est que le temps et l'expérience font leur effet et que, parfois, un trait de génie, ou un trait de pas génie, bref, un truc inutile qu'on n'a pas intégré, et bah, un jour, paf, on reconnecte. Et là, ça devient intéressant. Ne négligez pas tout l'inutile que vous aurez écrit et dont je parlais dans le point numéro 2. Ne le négligez pas dans le sens où un jour peut-être, ou peut-être pas, mais un jour peut-être, vous retomberez sur ces écrits-là, sur ces phrases, ou alors elles vous quitteront jamais vraiment. Et ça vous donnera une idée folle. Parce que du temps sera passé, parce que vous aurez vécu de nouvelles expériences. Et là, d'un coup, ces petits écrits, inutiles au premier abord, mais utiles pour construire sa routine d'écrivain, je le rappelle, et bah deviendront des idées folles et fantastiques et exceptionnelles. Finalement, c'est un peu ça. L'inutile, le paria, l'abandonné, peuvent et trouveront leur place à un moment. Donc, tout l'inutile qu'on écrit finalement peut être le terreau d'une histoire fabuleuse. Et ça rejoint énormément tout ce qu'on peut dire autour du hasard de la vie, de la magie de la vie. Vous voyez, on peut très bien écrire quelque chose en 2010, trouver ça nul, et puis il nous arrive quelque chose en 2025. Je sais pas, par exemple, une rencontre ou une rupture, un deuil ou une naissance, bref. Et ça nous rappelle cette idée qu'on a eue en 2010. Et là, on se dit, putain, attends,
C'était une idée qui me servait à rien, elle était inutile, et là, c'est comme si elle avait attendu toutes ces années pour ressurgir, pour fleurir, et pour trouver un sens. Voilà. Quelque part, tout a un sens. Tout a une raison d'exister. Et je dis ça très loin de toute croyance divine. On n'est pas obligé de le rattacher à ça. Mais il y a un peu de spiritualité là-dedans, quelque part. Finalement, pourquoi j'y ai pensé un jour si ça ne doit pas avoir une raison ? Et ne pas avoir de raison ou de sens peut être une raison ou un sens en soi. C'est très philosophique là. J'ai pas encore tranché cette question. Je vais pas la creuser là. Ouais, c'est intéressant. Bref. Voilà pour le 3e point autour de cette citation de David Eddings. J'admets volontiers que la moitié de mes traits de génie ont trouvé une utilité par la suite. Ce à quoi je répondrai, oui, David, tu avais raison, bien évidemment. Mais aussi, quelque part, tu avais tort. Parce que cette autre moitié est bas par le hasard et l'aléatoire et la magie de la vie pourrait devenir un terreau fertile d'une histoire fabuleuse. J'aime beaucoup cette philosophie. Tout ce qu'on écrit peut trouver son livre finalement. C'est ça, c'est incroyable. Ou son histoire à raconter, c'est encore mieux. Pas obligé de le mettre dans un livre. Ah là là, j'adore cette philosophie. J'adore essayer de contredire des auteurs absolument géniaux que j'admire et que j'adore. Voilà pour ce petit épisode rapide autour d'un auteur et d'un livre, le Codex de Riva, que j'adore. Je vais essayer de formuler une conclusion assez concise autour de la citation dont on est parti aujourd'hui. J'admets volontiers que la moitié de mes traits de génie ont trouvé une utilité par la suite. Ça veut dire 3 choses. Numéro 1, pas besoin d'être un génie. L'équation de l'écriture d'un livre est multifactorielle et la partie génie ne représente qu'une partie. Elle peut être à 0, que l'équation ne serait pas elle-même totalement nulle. Ce n'est pas une condition nécessaire. Le 2e point, c'est que l'inutile est un entraînement, est quelque chose qui nous permet d'affiner notre plume, de trouver notre style, d'asseoir notre légitimité d'écrivain. Et petit 3, je rajouterais que cette moitié qu'on pense inutile, il se pourrait bien qu'elle serve à quelque chose par la suite. Et d'ailleurs, ça sera une très bonne conclusion, je viens de tilter. C'est pour ça que dans Ose écrire, quand je commence à accompagner quelqu'un, on commence tout de suite, day one, avant même de parler des intentions du roman qu'on va écrire ensemble, enfin que vous allez écrire et sur lequel je vais vous accompagner, parce qu'on n'écrit pas ensemble, je ne fais pas le travail à votre place évidemment. Comme je disais, vous êtes les plus fins connaisseurs de votre histoire personnelle, il faudrait que je la revive moi en entier pour être aussi connaisseur que vous. Et le temps que je mettrais à l'apprendre, vous auriez vécu d'autres trucs, on serait dans une spirale infernale, vous voyez, je peux pas l'écrire à votre place, c'est ça la conclusion. Bref, je disais quoi moi déjà ? Oui, c'est pour ça que Day One, on fait ça. Je vous donne des thèmes aléatoires et hop, vous mettez un peu d'huile dans le moteur, vous commencez à écrire. Après, évidemment, on commence à parler des intentions du roman que vous voulez écrire, etc., etc. Mais tout de suite, tac, on se met dans cette espèce d'inutile qui en fait sera forcément utile. Parce que, comme je disais, ça peut vous donner des idées, ça pourra peut-être vous donner des idées pour votre livre, mais aussi pour une autre histoire dans 10, 15, 20, 50 ans, qui sait ? Voilà pourquoi, quand je commence à accompagner quelqu'un, c'est la première chose qu'on fait. On commence à écrire. Voilà. C'est la première étape. C'est la première chose, la première peur qu'on peut vaincre. La peur d'écrire. Voilà. C'est pour ça que la première chose qu'on fait, c'est qu'on commence à écrire. Dans Ose écrire. Ça paraît logique, finalement, dit comme ça. Mais c'est important de le rappeler. C'est le premier step. Vous voyez ? La première chose dont on parle, c'est pas la montagne du livre, elle est super longue et difficile. Non. Le premier petit pas, il est tout simple. C'est commencer à écrire. Voilà. On va allumer cette flamme de la motivation dont je parlais dans un épisode précédent. Sur ce petit laïus, autour de Ose écrire, j'ai fini ce que je voulais vous dire. Donc je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, matinée, ou un très bon goûter. Voilà. Et paf, ça fait des chocs à pic pour ceux qui... Désolé, j'étais obligé. J'en ai parlé avec
avec... je sais pas comment appeler les gens qui me suivent. Je pourrais dire une amie finalement, parce qu'on discute et que c'est cool. Voilà. Elle aimait bien ce petit truc des chocs à pic, donc il fallait que je le cale. Bref. Sur ce, je suis fatigué moi, c'est un truc de fou. Hein. Avec mon genou éclaté là. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Hop, 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 hop. J'ai failli oublier. Si tu as une citation en tête que tu aimerais que j'analyse en mode je suis v'là le prof de français qu'on détestait tous quand on était au collège et au lycée, n'hésite pas à me la partager sur Insta, LinkedIn, Twitter, bref, choisis ce qui te fera plaisir et je me ferai un plaisir, moi, de l'analyser et d'en tirer une leçon pour vous, amis écrivains et écrivaines. Et par ailleurs, n'hésitez pas à choisir des trucs pour lesquels vous vous dites « Voilà, c'est impossible qu'il trouve un truc à dire ». Voilà, ça c'est marrant, ça, on va faire ça, tiens. Vous me donnez des trucs où on pense que c'est pas possible de tirer des conclusions, et moi je fais le prof de français qu'on déteste tous, et j'en tire des conclusions quand même. Voilà, et on en tire tous des apprentissages. Ça va être rigolo. Sur ce, je vous laisse réellement. Allez, bonne journée, soirée, matinée, goûter, ce que vous voulez. Je vous dis à bientôt.